7h14. Allez, ça y est, on ouvre le kiosque avec nos chroniqueurs de l'été. Demandez le programme. Ils ont déniché de belles histoires dans l'actualité du jour. Ils lisent la presse, regardent la télévision pour vous. Jeanne Daudet pour la presse régionale, Samuel Etienne pour la presse internationale, Emmanuel Dutheil pour la une de l'économie et Guillaume Janton pour la télé. Bonjour à vous. Bonjour Patrick. Et on commence avec vos quotidiens nationaux. Et pour ceux qui l'auraient peut-être un petit peu oublié, vos journaux sont là pour vous le rappeler. Nous sommes en pleine période de congé d'été. Et chacun en une de nous parler de ses vacances estivales 2015 avec un trait commun. Les Français sont bien partis et plus nombreux que l'an passé, comme nous l'explique Le Figaro et Le Parisien aujourd'hui en France, mais avec une nouvelle tendance. Fini les locations au mois ou à la quinzaine, lit-on dans Le Parisien. On opte maintenant pour le séjour ultra court, un budget plus serré et des décisions de destination de dernière minute. Pour preuve, ce témoignage d'une directrice d'agence dans Le Parisien qui était débordée vendredi matin par des appels de personnes qui voulaient décoller le lendemain. Sur le choix des destinations, Le Figaro nous explique aussi que nos compatriotes redécouvrent la France, non parce qu'on avait un peu oublié le charme de nos territoires, mais davantage parce que le rêve des vacances sans frontières est un peu brisé par les guerres et menaces d'attentats. Du coup, faute des merveilles de Palmyre, on en revient aux vestiges d'Autun ou de Saintes. Et puis les Français sont aussi inégaux face aux vacances. Enquête dans la Croix. Combien de jours de congés en moyenne à votre avis sur une année ? Eh bien, c'est 38. Ça cache bien des disparités suivant les secteurs. Les plus gâtés en moyenne, le public avec 45 jours sur l'année. On lira aussi toujours dans la Croix cette innovation d'une start-up à Paris qui va en faire rêver quelques-uns. Elle a instauré des congés illimités. C'est aux salariés de s'organiser comme ils veulent. Et visiblement, ça marche. À la une des régions, Jeanne Daudet, quelle histoire a retenu votre attention ce matin ? Eh bien, c'est une vieille histoire qui reste malheureusement toujours d'actualité. Près de 30 ans après l'accident de Tchernobyl, on vient de mesurer une radioactivité 100 fois supérieure à la normale. Je ne vous parle pas de mesures réalisées près de l'ancienne centrale. Cela se passe chez nous, en France, dans les Alpes, au cœur du parc national du Mercantour. C'est en une de la Provence ce matin. Ces résultats ont été apportés par Bruno Charéron, un ingénieur expert dans le domaine. C'est la seconde fois qu'il réalise des prélèvements dans le secteur. Il explique que cette radioactivité est due à la contamination résiduelle des sols par le césium-137, le métal radioactif, et que parfois, effectivement, il a relevé de très fortes concentrations. En fonction de la topographie, des conditions climatiques, depuis 30 ans, le césium s'est accumulé dans certains secteurs à cause de l'accident de Tchernobyl. Les niveaux y sont comparables à ceux qu'il y a dans la zone interdite. Vous savez, c'est cette zone de 30 km autour de la centrale. Le problème, c'est que ces prélèvements, Bruno Charéron les a relevés dans une zone autorisée. Elle est même tout près d'une route touristique. Alors il met en garde le fait de rester 2 heures sur certains secteurs pour pique-niquer, camper ou autre. Cela induit une exposition non négligeable. Et cette radioactivité risque encore de perdurer un certain temps. La période du césium est de 30 ans. Concrètement, cela signifie qu'il faudra 300 ans pour que sa radioactivité soit divisée par 1000. Bon, et pourtant, on nous a expliqué que le nuage s'était bien arrêté à la frontière à l'époque. Ça n'invite pas au voyage du côté du Mercantour, quand même, tout ça, en vous écoutant. On va rester sympa pour ceux qui sont en vacances. Voilà, c'est ça. Dans la région. Gâché la journée. Marchez vite. On va rester dans le domaine de l'environnement, peut-être avec vous, dans la revue de presse internationale, Samuel Etienne. Oui, en effet, Patrick, tout le week-end et encore ce matin, j'ai parcouru la presse britannique où il est beaucoup question, vous savez, en ce moment de la crise des migrants de Calais, bien sûr. J'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure dans la revue de presse. Mais ce faisant, je suis tombé sur cet étonnant article dans The Independent. Patrick, c'est officiel, la Grande-Bretagne a un temps pourri. Oui, mais c'est officiel, c'est ça la nouveauté. Vous savez qu'en matière de météo, les susceptibilités nationales et régionales sont très fortes. Parfois, il est difficile d'affirmer des évidences, mais cette fois, on a le droit d'affirmer que la Grande-Bretagne a un temps affreux, car c'est officiel. Les autorités sanitaires britanniques viennent de juger impératif que la population prenne chaque jour des compléments de vitamine D pour compenser l'ensoleillement très insuffisant du pays. Mais c'est si important que ça, la vitamine D ? On sait depuis longtemps qu'elle est importante pour avoir des os solides, pour le bon fonctionnement des muscles. Aujourd'hui, des études montrent qu'elle est également bénéfique contre certains cancers, le diabète, les infections respiratoires, la sclérose en plaques ou encore la polyarthrite rhumatoïde. Et le rapport est maintenant dans les mains du gouvernement britannique qui doit décider s'il doit ou non appeler donc la population à prendre tous les jours cette vitamine D. Oui, alors concrètement,
justement, que devraient faire les Britanniques en dehors de venir en France, hein, évidemment, pour le soleil? Se ruer peut-être vers les compléments alimentaires en pharmacie? Ça, c'est une solution, effectivement. Les scientifiques estiment que le régime alimentaire des Britanniques n'est pas assez riche en vitamine D, qu'on trouve, vous le savez peut-être naturellement, dans la viande rouge. Bravo. Les poissons gras, les œufs aussi. L'autre solution serait que la vitamine D soit ajoutée dans les aliments et les boissons par l'industrie agroalimentaire. Récemment, d'ailleurs, les célèbres magasins Marks & Spencer ont décidé d'ajouter de la vitamine D dans tout leur pain, vous savez, le fameux pain de mie anglais, et dans leur viennoiserie. Enfin, si je puis me permettre, certaines régions de France, à la météo pas si éloignée de celle de nos voisins anglais, pourraient peut-être, elles aussi, songer vous pensez à quelle région, là, hein? Moi, je ne donne pas de nom. Hein. Ouais. Bon, merci Samuel et Étienne. À la une de l'économie, Emmanuel Dutheil, un secteur qui marchait bien, qui finalement ne marche peut-être pas aussi bien que ça? Oui, ce secteur, c'est celui de la cigarette électronique. Est-ce que quelqu'un autour de la table en utilise? Non, personne. Ben, ça marche effectivement de moins en moins. Il y a aujourd'hui environ 1,5 million de personnes qui vapotent, hein, comme on dit tous les jours en France, et plus de 3 millions qui le font quand même de façon occasionnelle. Mais selon une étude faite il y a plusieurs semaines par le cabinet Exerfi, mais qui est reprise ce matin dans Les Échos, eh bien, le chiffre d'affaires de ce secteur devrait quand même baisser de façon notable, hein, puisqu'on parle d'une baisse de 10% cette année. Il va y avoir de la casse, hein, également du côté des boutiques. Pendant 3 ans, il s'est créé en moyenne 2 magasins par jour pour absorber la demande. Mais aujourd'hui, si on se promène, hein, par exemple à Paris, on se rend compte assez souvent que de nombreuses boutiques qui ont ouvert récemment ont fermé déjà leurs portes. Selon Xerfi, près d'une boutique sur 5 devrait fermer dans les mois à venir. Alors, ces prévisions sont contestées par la Fédération des professionnels de la cigarette électronique. De leur côté, ils parlent quand même toujours d'un marché en croissance, nous précise ce matin Les Échos. Et pourquoi ça va moins bien alors? Eh bien, c'est assez simple, hein, c'est parti très très fort, c'est comme une gigantesque vague. À un moment, cette vague, elle s'arrête et ça stagne. Les personnes qui ont acheté des cigarettes électroniques ne vont pas changer de modèle, bien évidemment, tous les mois. Ils achètent juste des recharges et inévitablement, ça fait moins de chiffre d'affaires. Et même si la moitié des fumeurs n'a toujours pas essayé une cigarette électronique, ce marché semble ne pas devoir croître aussi vite que ce que l'on pensait. Surtout que la réglementation va également se durcir, hein, nous disent ce matin Les Échos. L'interdiction, hein, par exemple, d'utiliser sa cigarette électronique dans les bureaux bloque certains adeptes, même si c'est pas toujours respecté. Et puis les prix des cigarettes normales, entre guillemets, n'ont pas augmenté cette année. Ça redonne également un petit peu de poids au marché traditionnel du tabac. Autant d'arguments qui expliquent finalement que ce marché de la cigarette électronique stagne un petit peu. Oui, c'est en train de se tasse, effectivement. Merci Emmanuel Dutheil. Une recette qui marche bien, toujours bien, Guillaume Janton. L'amour est dans le pré ce soir. 20h55 sur M6. Hein. Et oui, qui ne connaît pas ce générique, celui de L'amour est dans le pré. En 10 ans, l'émission de rencontre dédiée aux agriculteurs a vu naître 58 couples, 15 mariages, 33 enfants et quelques centaines de frustrés aussi qui étaient juste venus pour sortir avec Karine Le Marchand. Alors, petite question pour commencer, Patrick, Emmanuel, Samuel, soyez honnêtes dans votre réponse s'il vous plaît. Si comme ces agriculteurs, vous étiez célibataire et que 2 charmantes demoiselles qui vous admirent venaient dormir chez vous, que feriez-vous ? À votre avis? Alors c'est pas, répondez-moi. Ça, c'est Patrick Samuel. Une partie de belote, un poker, un Monopoly. Petit menteur, Samuel. Monopoly. Je sais très bien ce que vous feriez et on ferait tous pareil. Enfin, on regarderait la télé. Ouais, c'est ça. Enfin, tous sauf Franck, éleveur de vaches laitières en Picardie. Il y en a une de vous deux qui va venir traire. Et l'autre, j'aimerais bien qu'elle fasse des crêpes. Voilà, un programme qui s'annonce des plus caliente. Alors ce soir, vous allez retrouver vos agriculteurs préférés en mode séduction. Et agriculteurs ou non, la meilleure technique pour draguer, ça reste l'humour. La preuve avec cette blague truculente de Michel lorsqu'il aperçoit une voiture de collection. Et ça, c'est une Ford Capri derrière. Ouais. Capri, c'est fini. Excellent. Alors, il faut regarder L'amour est dans le pré ce soir parce que c'est une émission touchante dans laquelle les histoires d'amour ont l'air plutôt sincères contrairement à celles des autres téléréalités. Et pour finir, je vous ai déniché l'agriculteur le plus lourd de cette 10e saison et il s'appelle Baptiste. Alors qu'il est en pleine discussion romantique avec l'une de ses prétendantes, il sort un proverbe des plus chics et écoutez bien la réaction de la jeune femme, on sent qu'elle n'est pas très réceptive à son humour. Mais tu sais que j'ai de l'émotion. J'ai un proverbe à ce sujet-là. Dis-moi. Après tant d'émotions, rien de tel qu'une bonne fellation. Bon. Je vais éplucher les pommes de terre. Voilà, elle va éplucher les pommes de terre, pour ceux qui n'ont pas compris. Bref, séduction, humour et épluchage de légumes, voilà ce qui vous attend ce soir à 20h55 sur M6. Merci.